vraiment ça dont je vais parler aujourd'hui, à savoir une remise en question de la media specificity, ou ce qu'on entend du moins par media specificity quand on travaille là-dessus. Alors en français, je vais dire spécificité médiatique. C'est pas très heureux, mais c'est comme ça que ça a été traduit. Donc c'est vraiment un grand honneur d'ouvrir ce colloque sur la bande dessinée, l'adaptation et le transmédia. Et je tiens à remercier les organisateurs, donc Evelyne, Eduardo, Thomas pour l'invitation et l'accueil. Avant de commencer, je dois avouer que cette invitation doit tout à la parution de ce collectif dont je dois parler, bande dessinée adaptation, que nous avons dirigé avec deux collègues de l'Université de Bourgogne, Benoît Mitten et Isabelle Schmitt, paru en 2015, et dans lequel figure également un très beau texte de Christophe Gédy, ici présent. En fait, je n'avais jamais travaillé sur la bande dessinée auparavant, et c'est donc principalement en tant que spécialiste de cinéma anglophone et des théories d'adaptation que je parlerai aujourd'hui. Alors, à la suite de Linda Hutchin qui a été mentionnée, je considérerais l'adaptation comme à la fois un processus et une pratique. Et ce que je voudrais proposer aujourd'hui, en fait, c'est surtout une réflexion sur notre pratique en tant que chercheur de l'analyse non seulement de l'adaptation, mais surtout de l'ontologie d'un média. Ma thèse est que nous avons souvent tendance à confondre la spécificité médiatique avec des conventions esthétiques spécifiques, et qu'il est donc nécessaire de les distinguer avant de tirer des conclusions sur ce qu'un média peut ou non faire, ou du moins peut faire plus ou moins bien. Je plaiderai aussi pour la nécessité de concevoir l'ontologie non pas comme un être immuable, mais comme un devenir, autrement dit comme un être inscrit dans une histoire. Donc comme j'ai pu le répondre à une collègue littéraire qui, à la suite d'une communication sur The Fountain de Aronofsky, voulait me faire admettre que la littérature était mieux équipée pour proposer des métaphores sur le cinéma, et donc que la littérature était supérieure à le cinéma, parce que comme vous savez, quand on travaille sur l'adaptation, on en revient toujours pour certains à dire finalement que le média classique est supérieur à la bande dessinée, au cinéma, aux jeux vidéo, etc. Je lui ai dit, effectivement, quand on parle des potentialités d'un média, comme ça, de telles affirmations sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment insister sur les conventions et sur l'histoire, et sur le fait qu'il faut, voilà, ce qu'on décrit comme une ontologie, ce qu'on a un média, c'est souvent finalement à un moment T0 de l'histoire d'un média, et non comme quelque chose d'immuable. Alors quelques généralités sur l'adaptation et la bande dessinée. On le sait, l'adaptation a été pratiquée dès la naissance de la bande dessinée. Rudolf Topfer qui transforme Dr Festus en roman en 1840, Winsor McCay son comic strip Little Nemo d'abord en une pièce sur Broadway et ensuite en dessin animé en 1911. Cette pratique se poursuit aujourd'hui, la BD étant aussi souvent œuvre adaptée qu'adaptation. Il existe en plus des choix personnels de certains artistes, des raisons économiques à cela, et je pense que demain on en parlera peut-être aussi forcément par le biais du transmédia. C'est un peu difficile de ne pas parler aussi des dimensions économiques. L'adaptation d'un grand classique comme d'un blockbuster récent est ce qu'on appelle un titre pré-vendu, pre-sold. La synergie développée par l'industrie hollywoodienne au milieu des années 70, qui s'inspirait d'une stratégie réservée jusqu'alors principalement au public enfant de Disney, dans le cas du cinéma, a dès le départ mis la bande dessinée à contribution, avec l'apparition par exemple des comics Star Wars en même temps que le film de George Lucas. Et d'après mes souvenirs, je crois qu'il y a quelqu'un qui va en parler lors du colloque, il me semble. Ouais. Alors que les premiers numéros de la bande dessinée Star Wars ne font qu'adapter le film, la suite poursuit l'aventure au-delà, le produit dérivé se transformant finalement en un élément d'une œuvre transmédia. Si la synergie reste une démarche principalement économique, les récits transmédia auxquels elle donne lieu depuis Matrix, au cinéma du moins, notamment, représentent un intérêt certain pour les théoriciens de l'adaptation. Déjà, avec le produit dérivé, la question de la fidélité qui hante les études sur l'adaptation, dont vous avez évoqué tout à l'heure, devient problématique, puisque celui-ci n'est plus tenu à être fidèle au récit qu'il prolonge, mais au monde ou à l'esprit de l'œuvre originale. Donc quelque chose peut-être de plus difficile à décrire ou de plus vague. Des questions similaires se posent pour les séries télévisées actuelles. On pense à des séries comme Dexter, adaptées initialement d'un roman qui après finalement invente la suite. Pareil pour The Leftovers ou pour Fargo, dont la première saison est un faux remake du film, et après la suite élargit le monde. Donc avec le transmédia se pose alors la question de la source même. Peut-on encore parler d'adaptation
dans le cas des jeux vidéo et des animes sortis avant les 2 suites de Matrix, par exemple. Je pense que c'est une question intéressante, si vous avez mis dans l'intitulé adaptation, virgule, transmédia, virgule, bande dessinée, plutôt par exemple de mettre adaptation / transmédia, et c'est vrai que le transmédia remet en question, en tout cas change la perspective sur ce qu'on entendait jusqu'à présent par l'adaptation. Et enfin, finalement, une dernière question que Germaine tout à l'heure a souligné, qu'il ne manque sans doute pas à faire débat demain, qui sont les auteurs d'une œuvre transmédia aussi. Et pourtant, malgré l'importance de la pratique de l'adaptation dans l'histoire de la bande dessinée et dans les modes de production actuels, les travaux sur la question sont finalement peu nombreux. La majorité des textes sont d'ailleurs des études de cas, dont la méthodologie relève souvent des études culturelles. Les textes les plus théoriques qu'on avait cités et résumés dans l'introduction du livre de Pascal Lefebvre, de Dirk van der Burg, de Sandra Eva Boschendorf, qui depuis a écrit un livre entier sur la question, sont de courts articles dont l'ambition est principalement d'entamer la discussion et d'ouvrir des pistes. Toutefois, donc, la publication récente du livre de Boschendorf, adapté de sa thèse en 2013, et récemment de Lima Burke, qui a fait chez Mississippi Press un livre entier sur les adaptations cinématographiques de super-héros, témoignent de l'intérêt grandissant pour la question, et ce colloque en est une nouvelle preuve. La visée de notre livre, bande dessinée adaptation, était de suivre la recommandation faite par Ian Battens dans un article de 2009 intitulé « Littérature et bande dessinée », où il préconisait en quelque sorte de s'appuyer sur la masse critique en adaptation filmique pour tenter de l'adapter aux études BDiques. Les théories d'adaptation ont été effectivement très développées dans le monde anglophone depuis les années 90, comme vous l'avez souligné, avec la publication des livres importants de Brian McFarlane en 1996, Glenda Hutchin en 2006, Thomas Leach en 2009. Thomas Leach, pour moi, c'est vraiment le meilleur livre sur l'adaptation filmique, cinématographique, et les nombreux collectifs dirigés par Sarah Caldwell, James Naremore et Robert Stam. Des publications francophones comptent donc le collectif qui a été mentionné, la Transécriture, dirigé par André Grodeau et Thierry Constein. Et ce qui est intéressant, donc la conclusion qu'il dit, c'est qu'ils ont intitulé le colloque de Cerisy la Transécriture et le livre La Transécriture, mais il dit à la fin en fait que finalement tout le monde a parlé d'adaptation lors de ce colloque et presque personne finalement sauf Gaudreau à la fin qui essaye de revenir à la transécriture comme notion, quoi. Donc on voit que l'adaptation c'est vraiment quelque chose qui est culturellement ancré puisque, en tant que pratique, et qu'en Allemagne on s'en défaire de manière théorique quand on a un discours théorique. Il y a aussi donc des livres un peu moins connus, Patrick Catris qui a écrit un livre sur le film noir et l'adaptation, Michel Sarceau et récemment Francis Vanois. Mais effectivement, en tout cas dans le monde francophone, il me semble qu'il n'y a pas une dynamique comparable à celle observée dans le monde anglophone. Et en France en particulier, il y a eu vraiment beaucoup de travaux sur l'adaptation dans les milieux anglicistes. Alors les Shakespeariens, Shakespeare et l'adaptation, etc. Il y a un nombre de collectifs incroyables sortis depuis les 10 dernières années. Il y en a au moins un par an qui est paru, dirigé par Sarah Tuel, Ariane Huglet, Shannon Wells-Lassagne, etc. Donc dans notre introduction, nous avons essayé en fait de prendre cette masse critique et de dégager un certain nombre d'enjeux majeurs des théories d'adaptation, afin ensuite de suggérer comment ils pouvaient appliquer à l'étude de cette pratique en bande dessinée. Et nous avons insisté sur 7 points en particulier. Alors, pour commencer, bien sûr, la question de la fidélité. La question de la fidélité est omniprésente dans les études d'adaptation. Selon les théoriciens, cela posé amène presque toujours à asseoir la supériorité de l'œuvre adaptée, et donc souvent du canon, quand il s'agit d'adaptation de grands classiques. Dans le cas d'adaptation filmique de bande dessinée ou l'inverse, l'idée de fidélité comprend aussi la fidélité visuelle, comme le note Dan Hassler Forrest. Si la fidélité a été largement contestée en tant que critère de jugement, elle demeure une question pertinente, nous disent aussi bien Stam que plus récemment Burke, parce qu'elle est aux yeux des lecteurs, des spectateurs. On sait bien quand on travaille sur le transmédia, sur les adaptations actuellement avec les blogs, que les lecteurs de Twilight sont très excités de savoir et désapprouvent des choix d'adaptation ou au contraire approuvent, et les producteurs les sollicitent par ce biais. La volonté de valoriser l'œuvre source, selon Robert Stam, a souvent partie liée avec une volonté moins assumée et plus implicite de défendre la supériorité du verbe sur l'image. Et donc Stam parle de la logophilie versus l'iconophobie, qui en fait implique une iconophobie très souvent.
Troisième point, la pratique de l'adaptation semble présupposer une hiérarchie intertextuelle entre un hypotexte, la source, et un hypertexte, l'adaptation. Alors ça, justement, dans Thomas Leach, dans son livre, il va remettre ça en question en proposant de voir les deux œuvres comme des intertextes et en proposant de voir l'adaptation comme quelque chose qui va adopter un certain nombre de postures par rapport à l'œuvre dite source. Donc lui, par exemple, il identifie une dizaine de postures allant de la célébration à l'allusion, en passant par l'ajustement, l'imitation néoclassique, le révisionnisme, la colonisation, le métacommentaire, ainsi de suite. Et ce qui est vraiment intéressant dans sa typologie, c'est qu'il estime que ce sont des postures qui sont cumulables, en fait. Et donc il donne comme exemple le Romeo et Juliet de Baz Luhrmann, où il dit Romeo et Juliet adopte toutes ces postures à un moment donné du film, voilà, toutes ces postures d'adaptation. Quatrième point que nous avons souligné, les études de cas adoptent le plus souvent la méthodologie de l'analyse comparative, ce qui paraît logique. Et donc là, il y a différentes manières d'aborder la question. Celle-ci peut permettre de comparer deux contextes et deux époques, donc une approche peut-être un peu plus contextualisante, un peu plus cultural studies. On étudie alors la manière dont certains choix d'adaptation modifient sciemment ou non le récit et le sous-texte de l'œuvre source. Cette approche qui relève des études culturelles est très très pratiquée dans le monde anglophone, effectivement, et elle présente l'avantage que les questions posées sont toujours intéressantes, indépendamment de la qualité de l'œuvre elle-même. Et donc justement, ça permet de ne pas se poser trop la question de est-ce que l'adaptation est réussie ou pas, mais non, l'adaptation, elle est intéressante de fait à cause de cette transposition culturelle. Pensez à une adaptation de Pride and Prejudice, l'orgueil et préjugé, comme Bride et Prejudice. Comment ça a été traduit en français? Je ne sais pas d'ailleurs. Non, l'adaptation Bollywood, quoi. Bon, bref, c'est un exemple. L'analyse comparative, donc sixième point, peut aussi donner lieu à une analyse des tendances narratologiques et formelles de deux médias. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, en m'appuyant principalement pour la narratologie du cinéma sur les travaux de David Bordwell et pour la bande dessinée sur les travaux de Thierry Grunstein. Donc ceci nous amène à la notion de spécificité médiatique et à des notions voisines comme celle de médiagénie développée par Philippe Marion. Ici, l'approche comparatiste va tenter de mieux cerner les ontologies des deux médias. Le récit est le plus souvent perçu comme un noyau stable, facilitant ainsi des comparaisons entre les deux médias que l'on pourrait néanmoins faire sans passer par l'adaptation, en fait. Et donc voilà. Donc, ce dont il va être question en premier temps, c'est cette question entre l'ontologie et les conventions, en fait. Comment est-ce qu'on distingue les deux, et aussi donc la notion de l'ontologie plutôt comme un devenir. Donc ce qui suit, c'est avant tout une tentative de reconsidérer notre pratique de l'analyse de la spécificité médiatique, et donc notre conception de l'ontologie à partir de ce processus qu'est l'adaptation filmique. Je propose de suivre des approches contemporaines aux questions d'identité, en abordant l'ontologie d'un média comme un devenir plutôt comme d'un être. Ce faisant, je vais tenter de distinguer ce qui relève de l'ontologie propre d'un média de ce qui dépend plutôt de conventions esthétiques spécifiques, et vous verrez que je ne le fais toujours pas avec réussite, parce que justement, mon argument, c'est que ce n'est pas toujours évident. Mon approche rejoint les propos tenus par Grunstein, donc dans Système 2, le deuxième Système 2, plus sur la narration, quand il parle de certaines tendances dans la bande dessinée contemporaine. Donc je le cite, et il parle des BDistes contemporains qui cherchent plutôt à aller vers l'expérimentation. Donc il dit « Ces mots résument exemplairement la situation historique à laquelle un certain nombre de jeunes créateurs se sentent aujourd'hui confrontés. Une situation dans laquelle ils ont pris conscience que la bande dessinée n'est pas ontologiquement vouée à perpétuer un modèle canonique, dominé par les catégories du récit et de la lisibilité, mais que ce constituant, l'association du texte et du dessin, l'étalement des images au sein du dispositif spatio-utopique, se prête à l'exploration d'autres formes, d'autres configurations, d'autres ambitions. » Voilà. Donc, grosso modo, ça c'est du point de vue des artistes qui remettent en question l'idée de est-ce que ça relève de l'ontologie ou est-ce que finalement c'est une question de pratique, de convention, et qu'on peut imaginer d'autres manières de gérer ces différents constituants du média. Donc mon hypothèse est que nous avons souvent tendance à confondre l'être avec la pratique, et mon argument est qu'une définition du média doit être évolutive et doit éviter de se confondre avec celle d'une forme, d'un genre ou d'une tradition. Nous allons explorer 4 oppositions entre bande dessinée et cinéma qui sont généralement considérées comme allant de soi,
en partant de ce qui semble être la plus essentielle à la moins essentielle. Aucune de ces distinctions ne suffit par contre à elle seule à différencier la bande dessinée et le cinéma. Donc, sans surprise, première opposition, image statique, image mobile. Alors, il semblerait au conditionnel que ce soit la différence la plus essentielle. On le sait, l'invention de la caméra est directement liée au mouvement, puisqu'il s'agissait pour Muybridge comme pour Marey de filmer les animaux en mouvement. Au cinéma, le mouvement peut être profilmique, mouvement devant la caméra, ou cinématographique, mouvement de caméra, ralenti, accéléré, etc. Dans la narration classique, le second est généralement subordonné au premier. La bande dessinée a quant à elle dû puiser dans les conventions picturales pour évoquer le mouvement à travers le dessin, posture des personnages, traits de mouvement, et développer ses propres conventions basées sur la séquentialité. Donc une série de cases, comme ici, qui tracent les différentes coordonnées d'un mouvement. La bande dessinée peut aussi évoquer le mouvement en variant les angles, comme ici. Dans les deux cas de figure, la séquence semble alors imiter des mouvements de caméra, travelling latéral dans le premier. Alors c'est pas exactement l'exemple que je pensais prendre au départ, donc on ne l'a pas, mais je pense plutôt aux scènes, par exemple, où on voit quelqu'un courir et que ça, on a l'impression que c'est un peu les mouvements de coordonnées d'un travelling. Ou panoramique ici dans le second. Du point de vue de la médiaspécité, adapter de telles scènes pourrait paradoxalement revenir au modèle de l'imitation de l'œuvre source. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Rodriguez adapte cette scène-là, par contre, il revient à un champ contre champ basique au lieu de faire une caméra tournoyante autour qu'il aurait très bien pu faire. La comparaison de la BD et des captures d'écran rappelle que d'un point de vue technique, finalement, les deux médias reproduisent le mouvement de la même manière en multipliant le nombre d'images fixes. Seulement, nous n'avons pas forcément conscience de cette similitude quand nous regardons la scène. L'image cinématographique semble reproduire le mouvement, tandis que la bande dessinée ne fait que l'évoquer, et cela même quand il s'agit, dans le cinéma d'animation, par exemple Goldorak, pour le citer, peu fluide, avec 3 à 6 images par seconde. La différence ontologique entre images fixes et mobiles est donc fondée sur l'expérience phénoménologique de la lecture et du visionnage, et non sur le matériau, j'ai envie de dire. Or, c'est justement sur le matériau qu'on a aujourd'hui tendance à distinguer le numérique de l'analogique. Mon propos n'est donc pas de privilégier la technologie sur la réception ou l'inverse, mais de souligner en quoi l'être d'un média est problématique selon qu'on le considère de la point de vue de sa création ou de sa réception. Autrement dit, l'ontologie d'un média n'est pas absolue, mais dépend du cadre philosophique, mais aussi historique dans lequel on le définit. Alors, deuxième distinction, image dessinée, image photographique et iconicité, indexicalité. L'opposition ontologique entre image dessinée et image photographique, qui repose sur l'idée que la seconde entretient une relation indicielle avec le monde, semble plus indiscutable, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de la réception, même si elle peut être remise en question par ce qu'elle imite, qu'est le trompe-l'œil. Elle est par contre moins essentielle dans ce qui nous concerne ici, puisque le cinéma inclut en son sein le cinéma d'animation, et certaines BD sont faites à partir de photos. Rodriguez et Snyder auraient pu, comme la série animée Tintin, qui reprend l'esthétique d'Hergé, faire des films d'animation. Et dans Sin City, d'ailleurs, on trouve quelques plans qui saturent le seuil des contrastes au point de faire des plans uniquement en noir et blanc. Donc c'est la preuve que c'eût été possible. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi ? En fait, pour des raisons économiques. Parce qu'au cinéma, l'animation est principalement associée à un public enfant. Donc ça aurait été un risque économique de faire un film d'animation adapté de Sin City. Une distinction ontologique entre BD et cinéma ne peut donc pas être fondée sur l'opposition entre image dessinée et image photographique, puisque dans les cas, l'emploi de l'un ou de l'autre relève de choix esthétiques économiques. Alors, il y a une autre manière de poser la question. On peut aussi poser la question, finalement, est-ce que le cinéma à base de photographie et le cinéma d'animation, comme l'analogie et le numérique, finalement, est-ce que ce sont les mêmes médias ou est-ce qu'il ne faut pas les séparer en 3 médias ? On peut aussi poser la question de cette manière-là. Donc cela dit, attardons-nous quand même un peu sur la distinction entre image dessinée et image photographique. Scott McCloud constate que l'image de bande dessinée tend vers l'iconique. Il explique par une plus grande efficacité, à savoir que selon lui, c'est son point de vue et c'est un point de vue très subjectif, il ne le démontre pas vraiment, le lecteur se projetterait plus facilement dans une image abstraite que dans une image trop réaliste. En effet, si l'on compare les images de Sin City et la BD et son adaptation, on constate que l'emploi d'un contraste haute définition associé à une profondeur champ dans le film permet de saisir plus de détails, en particulier
toute une gamme de gris que la BD de Miller se refuse. Les visages des acteurs en particulier sont plus visibles que ceux des personnages de la BD, et cela en dépit des ombres. Le réalisme est d'ailleurs renforcé par le jeu des acteurs qui suit les principes naturalistes qui dominent Hollywood. Au visage grotesquement déformé de Miller fait place des visages qui évoquent des émotions plus intériorisées. Les images équivalentes dans la BD paraissent alors plus plates. Si certaines lignes de fuite introduisent la profondeur, l'effet est largement réduit par l'emploi d'un noir et blanc monochrome. L'arrière-plan est souvent invisible et parfois réduit à un icône, par exemple, ici, l'église représentée par une croix. Pour un film mainstream, Sin City conserve néanmoins un fort degré d'abstraction au niveau de la mise en scène. Les décors sont épurés au point d'évoquer un espace subjectif plutôt que physique, donc comme dans la cellule de Hartigan, scène qu'on va analyser plus tard. Il en est de même, mais dans la moindre mesure, dans Watchmen, si l'on compare des plans qui imitent les cases du roman graphique. Par exemple, ce plan donc, du Dr Manhattan sur Mars. Au noir uni du ciel et au rose uni du sol, le film opte pour un ton plus uni entre les deux, en fait, qui peut évoquer par exemple un tableau impressionniste ou un tableau de Turner du Xe siècle. L'opposition image photographique dessinée semble alors encore moins pertinente à l'ère du numérique, et donc ça c'est vraiment particulièrement le cas pour ces films-là, puisque dans de nombreux films, le profilmique est largement altéré, voire constitué par des images numériques. Le numérique peut tendre aussi bien vers l'indiciel que l'iconique dans le cas de Sin City, ou peut aussi bien imiter le photographique que le pictural, comme dans l'exemple de Watchmen. Donc en conclusion, l'idée que la bande dessinée repose principalement sur une approche iconique de l'image dessinée et le cinéma sur une approche indicielle de l'image photographique relève de l'histoire des conventions de chaque média plutôt que d'une ontologie fondamentale. Troisième distinction. Thierry Grunstein établit un parallèle, donc ça doit être dans le premier système, si mes souvenirs sont corrects, entre le plan cinématographique, donc là il se base sur les travaux de Giacomo, et la case de BD. Tous deux constitueraient l'unité minimale du média. Ce parallèle lui permet d'identifier deux différences majeures très intéressantes. Premièrement, il dit le plan cinématographique implique forcément un hors-champ du fait qu'il délimite le profil unique. Et deuxièmement, le cadre cinématographique, contrairement à la case, n'est pas flexible. La comparaison entre Watchmen et surtout Sin City et leurs adaptations filmiques tend à confirmer les propos de Grunstein, puisque les cases varient de petites vignettes à la page entière et que le film ne fait pas varier le cadre. Il n'est pourtant pas impossible de faire varier le cadre au cinéma, et deux films s'y sont d'ailleurs récemment employés. Donc, il y en a un qui est canadien, même québécois. Mommy. Voilà, Mommy, il y a aussi le Wes Anderson, le dernier Wes Anderson, Grand Budapest Hotel. Donc dans ces films, la technique est utilisée pour mettre en avant la différence ontologique entre deux mondes, le passé et le présent chez Anderson, le rêve et la réalité chez Dolan. La variation du cadre est encore plus fréquente en fait dans le cinéma muet avec la technique de l'iris, par exemple, qui on pourrait dire est une forme de variation sur le cadre. Par contre, l'iris confirmerait la distinction ontologique que fait justement Grunstein entre le hors-champ de l'image photographique, puisque l'élargissement du cadre dans l'emploi de l'iris permet de révéler le hors-champ. Donc je vous montre juste un très bref extrait tout en bas là, de Naissance d'une nation de Griffith, si mon curseur apparaît. Voilà. Utilisation très typique de l'iris qui va ouvrir le champ. La variation du cadre n'est donc pas une qualité ontologique, mais bien une convention, encore une fois, plus caractéristique de la narration bédéique que de la narration filmique. Ce qui change, c'est la disposition des images sur un écran ou sur une page. Au cinéma, les images se succèdent, en BD, elles coexistent. Alors, troisième point, ça, c'est plus une question que j'aurais envie de lancer, c'est la distinction entre son et silence. Alors, il est intéressant que les théoriciens de la BD et du cinéma insistent sur le caractère non indispensable du langage et du son pour le cinéma. Les approches ontologiques aux deux médias sont en effet centrées sur l'image, et même Michel Chion concède que le son n'est pas indispensable au cinéma. Les raisons qui justifient ces positions découlent aussi bien de la pratique, il y a de nombreuses BD sans texte, que de l'histoire, le cinéma muet. Alors, il est néanmoins possible d'opposer le son dans le cinéma parlant et le son dans la BD selon le même principe que l'opposition image photographique et image dessinée.
à savoir que le son enregistré est fréquemment indiciel ou est censé l'être, et les voix et les effets sonores de la BD dépendent comme les effets de mouvement de conventions picturales et typographiques. Alors mon troisième point concerne, pour ceux qui ont lu le magnifique article d'Alain Boila dans le collectif justement, de ce qu'il appelle des effets BD, donc des effets BD qu'on va trouver au cinéma. Alors ça ne sera pas forcément dans des adaptations, mais on les trouve en particulier dans certaines adaptations. Donc nous allons nous intéresser à la manière dont certaines adaptations tentent d'explorer les frontières entre ces oppositions, ces quatre oppositions que nous avons mises en avant, à travers ce qu'Alain Boila appelle des effets BD. Ces effets ont la particularité de ne renvoyer pas tant, ou du moins pas seulement à l'œuvre source qu'à son média. Donc voici quelques exemples. Donc premièrement, voici, je vous donne les exemples de ce qu'on va voir et après je vous donne les illustrations. Donc les points, donc les effets sonores, les phylactères, donc incorporation d'effets sonores phylactères, juxtaposition images dessinées et photographiques, l'utilisation du split screen, incrustation, le ralenti, les cadres à l'intérieur du cadre. Et là, si vous regardez les 5 exemples que j'ai mis, vous constatez que les premiers sont directement pris de la bande dessinée, donc on peut dire que ce sont des stratégies qui sont clairement intermédiaires, mais plus on descend, plus ce sont clairement des stratégies cinématographiques on peut trouver dans un film qui n'est pas une adaptation et qui ne signifie pas fondamentalement un renvoi à la bande dessinée. Alors, premier exemple, I Want to Go Home de René, qui, comme vous le savez, était grand amateur de bande dessinée, et surtout, pour le plaisir, le Batman. Voilà. Deuxième exemple, un magnifique film, très très réussi, je pense que pas mal de personnes ont dû le voir. Mince. Alors on a le phylactère et l'image fixe à travers le freeze. Ok, je pense que vous avez compris. Donc, exemple de Watchmen. Ça, c'est un exemple qu'Alain Boila cite justement dans l'extrait. C'est le générique de début. Des exemples du Hulk de Ang Lee qui est vraiment peut-être l'une des meilleures adaptations de Marvel à mon avis, même si voilà. Et les cadres dans le cadre. Alors dans Watchmen, dans Sense8, les cadres dans le cadre, il l'utilise énormément parce que ceux qui connaissent la BD savent qu'il y a une esthétique du quadrillage justement dans la bande dessinée. Et donc pour renforcer cette esthétique dans le film, il va justement ajouter dans les décors des briques, des floorboards, des trucs en bois, quoi, etc. Donc plusieurs remarques concernant ces effets BD. Premièrement, ces effets ont tendance à brouiller les distinctions ontologiques que nous venons de discuter. Deuxièmement, le fait qu'ils peuvent figurer dans des films qui ne sont pas des adaptations, donc comme I Want to Go Home René, confirme l'idée selon laquelle c'est avant tout aux médias qu'ils renvoient et pas à l'œuvre source. Troisième remarque, nous l'avons dit dès le départ, ces effets varient de stratégies clairement intermédiaires, comme l'introduction de phylactères, à des stratégies cinématographiques, donc le ralenti, le cadrage. Donc dans le premier cas, l'évocation de l'autre média va être directe, dans le second, indirect. Et donc c'est-à-dire que dans le second, pourquoi finalement il y a un renvoi à l'autre média? Parce que c'est une adaptation. C'est là où la technique cinématographique devient un effet BD parce que c'est une adaptation. Si elle ne le serait pas, on dirait juste, c'est un ralenti, c'est split screen. Donc par conséquent, cette évocation de l'autre média attire l'attention sur l'artifice à des degrés différents et peut momentanément briser la transpiration de la narration classique, puisqu'il faut rappeler que la plupart de ces films que je viens de mettre sont quand même plutôt des blockbusters hollywoodiens avec une narration classique. Cinquième point, cette évocation est réflexive et peut donc avoir un potentiel métafictionnel en proposant un discours, par exemple, sur le processus d'adaptation ou sur la spécificité médiatique.
Donc on pense par exemple à l'exemple dans Watchmen, le ralenti, qui met en avant la dimension spatiale de l'image et qui du coup attire le regard sur les mouvements très infimes, puisqu'on a l'impression que c'est presque fixe. Et qui, cet effet-là, du coup, va poser quelques questions, va dire à quel moment le cinéma cesse-t-il d'être cinéma. Et on a à ces moments-là, justement, l'appareil photo qui part, donc vraiment la question, le cinéma, est-ce que c'est l'image mouvante par rapport à la photographie? L'usage du split screen dans Hulk interroge aussi les spécificités de la lecture d'une BD et du visionnage d'un film. C'est pour ça qu'il est vraiment très intéressant ce film. Si le spectateur se trouve dans une situation similaire que le lecteur de BD, en ce sens que son regard balaye l'écran avec le split screen est généralement utilisé au cinéma comme une sorte de montage parallèle. Alors ici c'est plutôt un montage contigu, on est en différents endroits de la rue. Ou des fois aussi, et c'est souvent le cas dans Hulk, d'un champ contre champ en fait. Donc on va voir les deux images qu'on aurait en champ contre champ mais simultanément. Ce faisant, le split screen va briser d'une certaine manière la narration filmique qui est considérée comme plus linéaire que la narration BDique par les théoriciens et modifie le comportement du spectateur dont le regard peut aller et venir d'une case à l'écran à une autre. Alors la différence est, à mon avis, que dans le cas du split screen, les allers-retours du spectateur sont non seulement contraints, mais impliquent que quelque chose sera raté dans le flux de chaque case, puisque on a un flux, on a toujours cette idée de mouvement. C'est-à-dire que quand on passe d'une case à l'autre dans une bande dessinée, ils ne vont pas changer entre-temps. Alors qu'ici, justement, on sait que si on regarde plutôt un plan, enfin une case que l'autre, on va rater ce qui se passe dans l'autre. Voilà. Et donc, sixième point, vous aurez constaté que dans un grand nombre de ces exemples, ce brouillage des frontières médiatiques sert souvent au niveau diégétique à dramatiser les limites des frontières ontologiques. Donc par exemple, dans American Splendor, Harvey P. Carr, sa voix intérieure, ou les pensées dans Sin City, les pensées de Marv, voilà, on est dramatisé comme ça. Donc on voit que ces effets BD sont un moyen privilégié par lequel les films peuvent explorer et problématiser la spécificité médiatique. Et il en est même, selon moi, de l'adaptation plan par plan. Donc les deux exemples que je vais prendre sont Sin City et Watchmen, qui sont souvent, avec les aventures de Tintin, cités comme exemple d'adaptation plan par plan. Et si on va sur la page Wikipédia, parce qu'on sait qu'on y va tous, même si on ne l'assume pas, n'est-ce pas, que sur la plan Wikipédia de Shot for Shot, ce sont les trois exemples qui sont donnés comme des Shot for Shot. Alors justement, ce qui m'a intéressé d'abord dans cette étude de cas, c'est que l'analyse comparative des œuvres sources et des adaptations filmiques montre une grande disparité dans le degré de fidélité, notamment visuelle à la source. Alors Sin City reprend les structures narratives de 4 histoires adaptées de l'œuvre de Miller et les intègre dans une structure générale employée à Pulp Fiction. Et effectivement, la BD est souvent employée comme une sorte de storyboard avec la reprise d'un grand nombre de plans et d'agencement de plans. Watchmen, au contraire, effectue un travail d'adaptation beaucoup plus classique, façon de parler, en explicitant le contexte dès le départ, en condensant le recueil du roman graphique, en élaguant certains passages. Si quelques plans ici et là sont inspirés du cas du roman, 3 scènes seulement, elles sont brèves, sont calquées sur le roman graphique. Et donc on va s'intéresser à l'une de ces 3 scènes. Donc je vais vous montrer les 2 scènes qu'on va... Enfin, l'équivalent de bande dessinée et les scènes qu'on va regarder. Je vais vous laisser un peu le temps de regarder parce que comme je ne vous ai pas donné de handout, donc ça c'est première page. Je vais pas parler du texte, hein, donc il n'y a pas besoin de lire. Ça sont deux pages. Hein. Et le dernier. Ok, je vais vous montrer donc la scène équivalente du film. There's a letter from Nancy waiting when they put me in solitary. She calls herself Cordelia, just like she promised. Les 4 points que je vais souligner, en fait, c'est les 3 premiers relèvent de la mise en cadre et le dernier relèvera du montage. Pour voir comment ces films, en fait, quel choix de convention en termes de narration cinématographique vont faire. Alors, le premier, concerne l'immersion de la composition.
Le film de Snyder, vous avez vu, inverse les positions de Dan et de Laurie par rapport à la bande dessinée. Et cette modification, à mon avis, peut être interprétée principalement au niveau thématique, c'est-à-dire qu'il y a forcément un rapport de pouvoir entre les deux personnages. Dans la bande dessinée, Laurie est menaçante, elle cerne Dan et fait obstruction. De telles inversions, par contre, sont beaucoup plus fréquentes dans Sin City de Rodriguez. Et c'est ça qui est intéressant, puisque Sin City, comme je vous l'ai dit, c'est des deux adaptations, vraiment celle qui est effectivement plus plan par plan, façon de parler. On en trouve, ne serait-ce que dans la scène que nous venons de regarder, 4. Donc le premier gros plan de Hardigan, avec l'angle et l'ombre inversés, le travelling arrière qui pivote dans le sens inversé suggéré par la BD, un autre gros plan de Hardigan qui se réveille avant de voir l'homme jaune, et la position de Hardigan quand il hurle en s'agrippant au barreau. Donc ça, c'est un autre exemple dans le film, il y en a un nombre incalculable. En marquant la différence entre les deux œuvres, ces inversions introduisent une dimension réflexive et fonctionnent comme des empreintes de l'autorité du cinéaste Robert Rodriguez. Dans une adaptation aussi fétichiste, donc ça c'est Thomas Rich qui le dit que Sin City, leur répétition produirait donc un discours métafictionnel non pas tant sur les limites d'une fidélité absolue, puisqu'il s'agit là bien d'un choix de mise en scène, que sur son caractère non souhaitable. Et donc l'adaptation ici adopte ainsi une posture de métacommentaire, dans ce que Thomas Rich appelle métacommentaire, puisqu'elle réfléchit sur elle-même en tant qu'adaptation. Alors, deuxième point, l'échelle des plans. La scène de Watchmen ouvre par des gros plans. 3 des 4 plans ajoutés dans la scène sont des gros plans, 2 des plans moyens. 2 des plans moyens sont remplacés par un gros plan et un plan rapproché. La scène de Sin City, quant à elle, ajoute un travelling avant qui termine par un gros plan et un plan rapproché, ainsi que des gros plans de Hardigan quand il rencontre l'homme jaune. Il reçoit un coup de poing. Le film remplace les plans moyens par des plans américains, dont un qui se termine en plan rapproché, et le plan américain de l'homme jaune par un plan rapproché. Donc grosso modo, tout ça pour dire que le cadrage est beaucoup plus serré dans le film que les cases imitées et qui proviennent de la bande dessinée. Cette prédominance des gros plans et des plans rapprochés est symptomatique du cinéma mainstream contemporain. Il est attribué aussi bien à l'essor de la télévision dans les années 60, et donc à la nécessité de penser à la lisibilité d'un film sur petit écran, qu'à l'apparition du Dolby Surround dans les années 70, donc ça c'est Chion qui le dit, qui permet de construire un environnement sonore et donc de dispension de plans généraux systématiques. Bordwell estime que l'abus du gros plan est une véritable perte pour le jeu d'acteur, qui est alors principalement limité au visage. Dans ces BD, du moins, l'emploi des gros plans pour ponctuer certains moments est donc finalement plus proche de la narration filmique classique. Alors, quand je dis classique, c'est vraiment les années 20, les années 30, et permet, donc comme dans la narration classique, de faire de l'intégralité du corps des personnages un moyen d'expression. Enfin, à ces choix esthétiques, on peut ajouter la raison économique déjà mentionnée. Dans un film comme Sin City, l'emploi des gros plans sert bien sûr à mettre en valeur le visage des stars, qu'il s'agisse de Bruce Willis dans cette scène ou de Jessica Alba et Benicio del Toro, qui figurent tous deux sur l'affiche de film alors qu'ils ont des rôles secondaires. Troisième point, les changements d'angle, ça va concerner surtout en fait Sin City. Le fétichisme visuel du film fait qu'il conserve un grand nombre des plans expressionnistes du roman de Miller. Cette scène introduit même plusieurs contre-plongées, alors que la BD privilégie des plongées oppressantes. Les contre-plongées de l'homme jaune semblent avoir pour vocation de le rendre plus menaçant, alors que dans la BD, l'absence de changement de régime suggère plutôt que le personnage n'est peut-être qu'un fantasme en fait de Hardigan. Par contre, on observe une réduction drastique des plans obliques. Seulement 3 sur 6 sont conservés dans le film. Aussi, les angles des gros plans, principalement frontaux ou de 3/4 et hauteur de regard, sont moins variés que dans la BD, où on a aussi bien des plans frontaux, latéraux de 3/4. Cette tendance s'observe vraiment à travers le roman dans l'étude que j'ai faite. Rodriguez a donc voulu intégrer l'esthétique expressionniste de Miller dans un style plus classique. Et ceci, nous le verrons, est renforcé par le montage. On n'observe pas le même phénomène en fait dans Watchmen de Snyder, peut-être parce que le roman graphique de Moore et Gibbons emploie beaucoup moins d'angles obliques et de plongées, contre-plongées que les Sin City. Non seulement la scène de rêve maintient les angles latéraux et frontaux de la BD, mais un angle différent est introduit
dans l'un des plans ajoutés, donc la plongée verticale, là, quand il y a l'explosion qui fonce sur les personnages, et qui a une explication, là encore, plutôt thématique, puisque ça évoque le regard du Dr Manhattan qui verrait le couple adultère. Donc, quatrième point, le montage. Le montage dans la scène de Watchmen est aussi très classique. Hein. Vous avez vu, raccord regard confirmé par un plan par-dessus l'épaule de Dan, champ contre champ, raccord dans l'axe, champ contre champ, raccord dans l'axe, et enfin raccord mouvement. En cela, elle intègre la mise en page somme toute assez similaire du roman graphique dans une narration classique. C'est moins le cas dans Sense8. Dans le roman graphique, la fragmentation de la mise en page n'évoque pas tant le passage du temps que le caractère intemporel de la vie carcérale. Si vous pensez à ces extraits-là, par exemple. Dans les 4 premières pages, une image sert à méthodiquement représenter l'expérience de Hartigan, et ce sont les lettres et donc la voix narrative qui inscrivent ces moments dans une durée. Dans les pages, justement ici, là, dans ces pages-ci, les images similaires mais de taille différente soulignent le caractère répétitif de la vie carcérale et le chaos engendré par la perte de la lettre. Toutefois, dans la scène équivalente du film, ces images sont intégrées dans une narration bien plus classique. Les premiers raccords se font par le mouvement ou le regard, le passage du temps est signifié à travers des coupes franches, des fondus enchaînés et un fond noir, l'échange de regard avec l'homme jaune en poil champ contre champ, son coup de poing est monté en raccord mouvement, la découverte du doigt est également montée en raccord mouvement, l'émotion de Hartigan est soulignée par les raccords dans l'axe. Ce n'est donc pas ontologiquement que le montage réintroduit de la temporalité et de la causalité dans ces scènes, mais parce que le cinéaste a fait le choix d'adhérer à une narration classique qui construit un temps linéaire, et donc Deleuze dirait on a fait le choix de l'image mouvement, alors que finalement on aurait pu faire quelque chose plus dans l'image temps, plus dans une approche moins classique qui aurait correspondu à mon avis plus à la forme de narration présente chez Frank Miller. Donc l'analyse de ces deux scènes nous montre que les choix effectués dans ces adaptations dites plan par plan ont plus à voir avec des conventions esthétiques qu'avec les spécificités ontologiques des deux médias. Alors, il se peut que les cinéastes, et c'est même vraisemblable que les cinéastes se soient posé la question comment traduire la BD en cinéma. Mais en pratique, en fait, se poser cette question, c'est revenu implicitement à poser la question comment adapter ces BD à travers une esthétique cinématographique typique du blockbuster hollywoodien contemporain. Les deux cinéastes ont fait le choix de ne pas recourir à des conventions plus typiques du cinéma d'art, qui auraient été peut-être plus proches de l'expressionnisme de Miller par exemple. Il y a aussi des enjeux économiques derrière ces choix esthétiques, la mise en avant des stars, comme nous l'avons dit, et le recours à une narration classique visant un public plus large. Le degré de modification dans l'adaptation plan par plan ne révèle donc pas tant des différences ontologiques fondamentales que des pratiques différentes du cinéma et de la BD contemporain, dont le caractère, et finalement met en avant le caractère non classique, il me semble, du Sense8 de Miller. C'est seulement dans un deuxième temps, après une telle étude, il me semble, qu'on peut vraiment passer à une réflexion ontologique. Donc pour conclure, on voit que l'intérêt de l'étude d'adaptation réside fondamentalement dans l'écart que ce processus implique entre l'adaptation et l'œuvre adaptée, permettant d'éclairer les deux termes avec un intérêt égal. Deux œuvres, deux artistes, deux contextes, deux médias. Elle permet également, c'était mon propos aujourd'hui, de souligner les écarts au cœur même de nos approches pour aborder ces objets. Aujourd'hui, j'ai voulu interroger l'analyse de la spécificité médiatique et j'ai voulu relever certaines des questions qu'elle pose. Nos définitions de l'ontologie d'un média reposent-elles sur les mêmes critères, la technologie, la réception? Les caractéristiques ontologiques ne sont-elles pas le plus souvent finalement des conventions esthétiques? Certaines œuvres posent ces questions à travers des stratégies, comme les effets BD, qui renvoient à l'autre média sans forcément relever de l'intermédialité. L'analyse d'adaptation plan par plan démontre à mon avis que d'un point de vue méthodologique, il convient de procéder d'abord à une analyse des conventions avant de se pencher sur les caractéristiques ontologiques pour éviter les écueils relevés concernant les potentialités de tel ou tel média. Avant tout, l'ontologie doit tenir compte de l'histoire d'un média et de ses transformations. Et donc, une question que j'aimerais poser, est-ce encore justifié de séparer le son de l'image quand on parle du cinéma parlant, par exemple? Je ne sais pas. La distinction iconicité-indexicalité est-elle encore de mise à l'ère numérique?
Autrement dit, l'ontologie doit se concentrer non pas sur un être, mais sur un devenir, en se gardant d'un écueil, celui d'une perspective téléologique dont l'implicite serait que nous aurions atteint la forme idéale d'un média. Merci.